ressourcerie de l'écrivain. Nous sommes dans une nouvelle pièce. Ouais, vous n'êtes jamais venu ici. C'est la chambre d'amis hashtag bureau. Parce que ça y est, maintenant, j'ai remonté mon bureau et j'ai acheté une superbe chaise de bureau. Et c'est également la lingerie. Enfin, c'est là que j'entasse mon linge qu'il faut que je plie, que je range. Bref, on s'en fout. Je vais finir de décorer par là. J'ai lu ça, Moi Tituba sorcière. Le titre en entier, c'est Moi Tituba sorcière noire de Salem. C'est un livre écrit par Maryse Condé. Donc, c'est aux éditions Mercure de France à l'origine, en 1986. Et c'est une autrice que je n'ai jamais lue, ma foi, mais je vais assez rapidement, je pense, réparer l'affaire parce qu'elle a déjà une sacrée bibliographie. Et qui n'est pas finie d'ailleurs. Enfin, elle a écrit quand même beaucoup, dont des livres pour enfants, je viens de le voir. Et je mens un petit peu parce que je l'ai lu sur Audible. Donc je l'ai lu sur Audible et c'était lu par Audrey Fleurot. D'ailleurs, je n'ai pas retenu, j'ai pas reconnu sa voix, mais c'était une bonne voix bien posée, etc. C'est la même couverture sur Audible, donc ça coûte un crédit. C'est un livre qui dure 6h30. Et c'est Portrait de négresse, détail de Benoît au musée du Louvre, Paris. Donc, on se retrouve... C'est qui Tituba? Tituba, c'est un personnage historique dont il y a quelques traces et qui est une femme en fait qui a été exécutée lors des procès de Salem. Les procès pour sorcellerie. Ce que Maryse Condé a fait, c'est qu'elle s'est saisie des quelques très très petits éléments historiques qui existaient sur Tituba et elle en a décliné toute une histoire. Donc elle a construit le personnage, elle a construit toute une histoire qui baigne dans la spiritualité, qui baigne également dans le racisme ambiant de l'époque, parce que c'est à l'époque de l'esclavage et c'est les procès de sorcières de Salem, donc c'est à l'époque du puritanisme. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration de la lettre écarlate, ça je vais y revenir un peu plus tard. Il y a même une femme, un personnage enceinte qui s'appelle Esther, comme Esther Prynne de la lettre écarlate. Et d'un côté, c'est une lecture que j'ai adorée. Donc, je rappelle, c'est une lecture que j'ai écoutée juste aujourd'hui en audio. Je me suis bouffé tout le livre audio. Je retiens toujours moins quand j'écoute en livre audio. Mais je voulais tester l'application Audible pour pouvoir vous en faire un retour plus tard. Et je vais certainement en faire un retour dans quelques semaines en fait, parce qu'il me reste 15 jours pour manger 2 crédits avant de passer sur un abonnement payant. Et je vais réfléchir en fait. Je pense que je vais essayer aussi BookBeats, j'avais entendu dire que ça fermait, mais c'est encore ouvert, donc je vais essayer BookBeats éventuellement. Donc, Moi Tituba sorcière noire de Salem. Je vais vous lire tout simplement le 4e de couverture. Fille de l'esclave Abena, violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier, Tituba, née à la Barbade, est initiée au pouvoir surnaturel par Man Yaya, guérisseuse et faiseuse de sorts. Son mariage avec John Indien l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris. C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des sorcières de Salem en 1692. Tituba est arrêtée, oubliée dans sa prison jusqu'à l'amnistie générale, j'ai eu du mal à le sortir, qui survient 2 ans plus tard. Là s'arrête l'histoire, donc l'histoire avec un grand H, j'imagine. Maryse Condé la réhabilite, l'arrache à cet oubli auquel elle avait été condamnée et pour finir, la ramène à son pays natal, la Barbade, au temps des nègres marrons et des premières révoltes d'esclaves. Donc, Moi Tituba sorcière.
J'ai regardé très rapidement quelques articles. Donc, il y a bien une Tituba qui, il me semble bien, a été exécutée lors des procès de sorcières de Salem. J'avais déjà vu quelques informations au sujet de... Je m'étais déjà renseignée en fait sur les procès de Salem parce que ils sont un petit peu au cœur de la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne, un auteur américain du 19e siècle, descendant des Hathorne, donc Hathorne, et lui, il s'est rajouté un W pour se dire non, non, moi je descends d'eux, mais je suis pas comme eux, en gros. Et en gros résumé, parce que j'ai pas relu et il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés, les procès de Salem, c'était des familles qui se sont déchirées à Salem pour une histoire de possession de terrain et donc de pognon. Ce qui fait que ils ont commencé à se faire des crasses les uns aux autres. Il y a il y a une famille qui a commencé à avoir de plus en plus de richesses, ce qui a entraîné la jalousie chez les autres. Et du coup, au bout d'un moment, il a commencé à avoir ces cas d'hystérie plus ou moins de possession démoniaque et compagnie, dans un contexte où les gens, ils y croyaient. Ce qui veut dire que s'ils y croient, s'il commence à y avoir des gens qui se comportent étrangement autour de soi, on a aussi peur que ça puisse arriver et compagnie. Donc, les gens commençaient à se dénoncer les uns les autres. Et les victimes, ceux qui ont été tués dans les procès de Salem, c'était sur une famille, en fait, une famille rivale qui a été quasiment décimée, donc une famille de possesseurs de terrain. Ça a été Tituba, qui était bien une esclave, mais qui était a priori plus Arawak, donc une indienne d'Amérique, une native américaine, et non une descendante d'esclaves africains née à la Barbade. C'est pas grave. Et enfin, après, je suis pas sûre que les gens soient très sûrs de cette. Enfin bref, on s'en fout, pardon. J'ai un énorme micro qui est tout nouveau, là, hors champ. Donc il faut que je fasse attention de pas trop parler avec les mains. Et il y avait aussi les femmes précaires, donc des veuves, des femmes qui étaient très pauvres, des mamans solo sans doute, des personnes assez peu instruites. Ça, c'est les gens qui ont été tués au procès de Salem. Des gens qui pouvaient pas se défendre, en gros, ou des gens qui ont subi un complot. Et on recommence ça. Donc moi déjà, j'avais pas capté, vous voyez, rien qu'en relisant le résumé, je pensais qu'en fait, Tituba était la fille d'un planteur, et en fait pas du tout, c'est un marin. Donc c'est vraiment le fruit d'un viol. La maman a toujours eu beaucoup de difficultés à aimer cet enfant, ce qui s'entend complètement. Et il y a une espèce de rejet en fait quand cet enfant naît, ce qui s'entend complètement, évidemment. Mais la chance qu'a Abena, c'est qu'elle va tomber sur Ayo, un truc comme ça, Yao, je crois, qui est un esclave noir qui va tomber amoureux donc de la maman de Tituba et qui va dire cette femme-là, en gros, je vais l'aimer. On va être un couple ensemble, on va être une famille avec la petite que je vais élever, etc. Donc on a le début de l'enfance de Tituba qui est vraiment plutôt... qui commence à être heureux. On commence à aller vers l'amour. Sauf qu'un jour, Abena, la maman de Tituba, recroise le marin qui l'a violée. Donc elle a peur parce que ils sont esclaves, donc leur propre corps ne leur appartient pas. Et elle demande à sa fille de lui apporter un couteau et elle blesse ce marin et elle est pendue pour cela. Le mari Yao, il supporte pas d'avoir perdu sa femme, il se suicide. C'est un départ dans la vie qui est... Donc évidemment, ne lisez pas ce livre-là quand ça ne va pas, déjà. Tituba est ensuite élevée par Manyaya, qui
qui est une vieille femme qui vit un petit peu en marge des esclaves et qui a priori connaît plein de choses sur les plantes, etc. Qui a un peu une... Elle a un peu une réputation de sorcière, mais elle effraie, mais on va la voir aussi si on a besoin de se soigner. Vous voyez, il y a toujours un peu, il y a toujours eu, enfin beaucoup, j'ai l'impression, cette notion de rejet, mais en même temps besoin par rapport aux populations de sorcières. Bref, Maniaya, j'ai du mal à prononcer ce nom-là, élève Tituba et lui apprend plein de choses aussi. Donc là, et surtout, c'est un peu sa mère adoptive, mais la figure maternelle qui va être aimante, Maniaya. Et qu'est-ce qu'elle va lui apprendre donc à Tituba? Elle va lui apprendre tout ce qui est autour de se soigner par les plantes. Elle va lui apprendre les invisibles, donc à savoir les morts. Comment est-ce qu'on peut les convoquer? Comment est-ce qu'on sent leur présence? Donc déjà, chaque invisible proche de Tituba a une odeur particulière, enfin apporte avec lui une odeur particulière qui fait que Tituba arrive à identifier qui est autour d'elle. Et Maniaya et sa maman aussi, Abena, vont faire partie toujours de la vie de Tituba. Et si vous voulez, ça me rappelle vachement Circé de Madeline Miller. Je pense très fortement que Madeline Miller n'a jamais lu Marie Scondé, mais je trouve qu'il y a une espèce de descendance, vous voyez. Tout comme Tituba sorcière, c'est tout à fait descendant de La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Et donc, Abena lui apprend plein de choses. Donc, je vous ai déjà spoilé que Abena va mourir, vu qu'elle va faire partie des invisibles. De temps en temps, il y a aussi Yao qui vient. Yao, figure d'homme aimant. Et si vous voulez, on a toujours dit, enfin, ses proches, quoi, vivants comme morts, ont toujours dit à Tituba qu'elle allait beaucoup souffrir, mais qu'elle allait survivre. Ça met dans l'ambiance quand même. Et on a une jeune fille qui vit quand même vachement en marge, parce que c'est la fille d'une esclave, mais c'est une fille bâtarde et c'est une métisse. Elle est ensuite, ses deux parents meurent. Elle est élevée par la sorcière du village qui vit un petit peu en marge. Là, je crois qu'on est à la Barbade, hein, il me semble bien. Oui, elle est née à la Barbade. Donc elle fout un peu les jetons, mais on lui fout un petit peu la paix tout en allant la solliciter aussi. Et Tituba va un peu reprendre ce rôle-là à la mort d'Abena. Et en fait, c'est une succession de très grands amours, de très grandes tragédies aussi, qui vont arriver dans la vie de Tituba, qui va être en fait complètement emportée par l'histoire aussi avec un grand H, qui va être un peu la victime, mais c'est la victime de ses propres choix aussi, parce qu'elle va tomber amoureuse de John Indien. Donc John Indien, c'est le fils d'une esclave noire et d'un esclave Arawak, donc un esclave natif américain. Pour ça, je me demande, je sais pas, je pense que Marie Scondé, elle a vraiment fait ses recherches. Je trouve que ça se sent vachement dans ce que j'ai écouté. Pour tout vous dire, c'est un livre que je vais relire avec mes yeux. Et en fait, elle s'est vraiment réapproprié les quelques éléments qu'il y avait pour raconter son histoire. Et c'est top, je trouve. On apprend plein de choses aussi. C'est vachement immersif dans cette histoire de l'époque, dans le fait que les esclaves, ils valent de l'argent pour leurs propriétaires, mais ils ne s'appartiennent pas.
Et ça, c'est horrible. C'est horrible de se mettre à la place de, enfin, d'être en empathie et d'essayer de se mettre à la place de quelqu'un qui ne s'appartient pas. Ils n'ont aucun choix. S'il y a un maître, un blanc qui veut coucher avec une esclave noire, vas-y, c'est juste une esclave. Et c'est vraiment pas facile. Et Tituba, en fait, un jour, elle va rencontrer, donc c'est après la mort d'Abena, elle rencontre John Indien, donc, qui est esclave également. Et en fait, Tituba, après la mort d'Abena, elle vivait dans la petite cabane, elle avait ses poules, son cochon, sa vache et compagnie. Tituba rencontre donc cette esclave-là, qui est... Il me fait vraiment penser un peu à la figure du serpent. Le serpent au niveau de la Bible. Le serpent qui vient un peu chuchoter à l'oreille d'Ève pour lui dire de croquer la pomme de la connaissance, ouais, et que ça va être un petit peu catastrophique pour eux, pour Adam et Ève. Parce que, en fait, lui, John Indien, ça va pas être un esclave qui va se révolter contre sa condition, qui va prendre les armes et qui va se mettre à tuer des blancs. Non, John Indien, lui, il veut sauver sa peau, donc eh bien, il adopte des stratégies où il est dans la séduction avec sa maîtresse, sa propriétaire. Il est dans la séduction avec absolument tout le monde d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très populaire et qui a beaucoup de maîtresses parmi les femmes esclaves. Je pense même que les femmes blanches, elles peuvent être sous son charme. Même si je pense qu'elles vont être beaucoup moins facilement. Je pense que les hommes blancs couchaient beaucoup plus avec des femmes esclaves que les femmes blanches avec des hommes esclaves. Parce que ça risquait de craindre sévère pour les hommes qui couchaient avec des blanches. Et en fait, elle tombe vraiment amoureuse de lui. Et lui aussi, on sent qu'il y a quelque chose tout de suite. Et elle découvre aussi sa sexualité, elle découvre son corps, elle découvre le corps de John, etc. Et elle décide du coup de tout quitter pour le rejoindre et vivre avec lui. Donc, elle se retrouve euh, dans la maison d'une une vieille femme, une vieille fille de plus de 50 ans c'est la maîtresse. Mais John Indien arrive un peu toujours à obtenir ce qu'il veut d'elle. Déjà, il obtient 2 jours de congé pour elle, pour son mariage. Parce qu'ils vont être mariés, parce que John dit oui, oui, je vais apprendre les prières, donc les prières chrétiennes à Tituba qui elle est clairement plutôt du côté de l'animisme. Et Tituba qui sait pas du tout ce que c'est le christianisme, elle n'a pas du tout été en rapport avec avec des blancs. Donc elle sait pas du tout et elle a vécu dans un relatif isolement. Donc elle apprend ses prières et compagnie, c'est assez charnel. Et tout de suite, il y a un... On sent vraiment qu'il y a une opposition entre Tituba et sa presque propriétaire. Et au final, Tituba, elle n'était pas esclave. Elle ne vivait pas comme une esclave. Euh, Même pas quand elle était avec ses parents, enfin avec sa maman et Yao, son beau-père, parce qu'elle était trop petite. Parce que je crois qu'ils sont morts, elle avait 7 ans. Donc à 5, 6, 7 ans, les enfants, ils travaillaient beaucoup. C'est pas grand-chose, je pense. C'est petit, quoi. C'est petit, ça... Ils n'ont pas une grande force de travail. Et elle n'a jamais été esclave, elle a toujours été plus ou moins libre. Et Tituba, en fait, par amour, elle accepte l'esclavage. Et ça commence fort parce que, en gros, elle doit se taper les planchers à brosser, tout le linge à laver, à repasser et compagnie. Et au bout d'un moment, si la maîtresse, elle se met dans la tête de lui apprendre la Bible, donc les prières et compagnie. Et Tituba, c'est quelqu'un de très fier. Et en ça, elle me rappelle beaucoup Circé de Madeline Miller, qui est vraiment une très belle lecture. Je vous conseille fort, fort. Mais je vous conseille très fort aussi Tituba. Elle est fière parce qu'elle n'a jamais été esclave
Et c'est cette fierté-là, elle va toujours l'avoir. Elle va toujours avoir la tête haute. Elle va toujours pas forcément regarder les autres de haut, hein, parce qu'elle file un coup de main et compagnie. Et sauf qu'à un moment, ça commence un petit peu à craindre pour sa peau parce qu'elle est trop fière, parce qu'elle sort de l'ordinaire, parce que les gens commencent à parler sur elle, parce que c'est un peu la sorcière qui vivait au fond des bois là, qui vient dans la maison de la maîtresse et compagnie, et ça commence un peu à craindre pour elle parce qu'on est quand même à une période de puritanisme, même si là elle est pas à Boston encore, je crois pas, je me souviens plus. Bref, ça commence à craindre. Du coup, la maîtresse, elle commence à avoir Tituba dans le nez. Tituba se dit, ça craint pour ma peau, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais la rendre malade. Et les invisibles, donc sa belle-mère, Man Yaya, et sa maman, Abena, ont toujours dit à Tituba, les pouvoirs que tu as, tu ne les utilises pas pour tuer. Par contre, elle sait guérir, donc elle sait aussi rendre malade. Et elle va rendre malade sa maîtresse. Et ça va être la catastrophe. Parce que bah, les soupçons de sorcellerie vont se poser sur elle de plus en plus. Parce que au bout d'un moment, si elle va, quand sa maîtresse va mourir, ses terres sont revendues à un propriétaire. Et c'est un parish, un prêtre, un pasteur, le pasteur Paris, qui a, je crois qu'historiquement c'est vraiment quelqu'un qui a fait partie des procès de Salem. Paris va acheter Tituba et il va acheter aussi, si je ne me trompe pas, je crois bien qu'il achète John Indien, donc son mari. Ils ont été mariés, hein, mariés à l'église et compagnie. Je crois qu'elle a été baptisée. Bref, il achète les deux, et sauf que là, en termes de gros connards, en gros, on franchit encore un cap par rapport à la propriétaire précédente. Et Tituba va s'occuper des enfants de Paris. Tituba, elle va être très proche de ces enfants-là jusqu'à un moment. Les filles, qu'est-ce qui leur passe par la tête? Est-ce que je me suis empaffée sur ma lecture? Les filles vont commencer à adopter des comportements étranges en présence de Tituba. Comportements qui peuvent être qualifiés de possession et comportements qui sont clairement du cinéma. Des deux, hein. Mais il y a une jeune fille qui est adolescente et une petite fille, donc une petite fille de 8-10 ans. Donc ça commence sérieusement à craindre parce que à Salem, si vous avez suivi un peu au niveau des procès, il commençait à y avoir quelques possessions, puis il y en a eu plus, puis il y en a eu encore plus, puis ça a explosé en fait. Dans tout le village, il y a eu des cas de possession chez des enfants, chez des jeunes filles, enfin des adolescentes, chez des femmes. Et comme ça commence un peu à craindre, les gens vont commencer à se dénoncer les uns les autres. Tituba, elle a sa réputation d'être sorcière, parce que Tituba, même chez Paris, elle saignait quand il y avait quelqu'un elle soignait quand quelqu'un avait une fièvre, elle soignait si quelqu'un avait du mal à dormir, des choses comme ça. Et là encore, ça commence sévèrement à craindre pour sa peau. Et tout ça, c'est encore quelque chose qu'elle va subir aussi, jusqu'à ce que... J'ai pas envie de se spoiler, mais bon, elle n'y meurt pas au procès de Salem, mais il y a des pilules qui sont pas faciles à avaler pour elle. Et de nouveau, changement de propriétaire. Changement de propriétaire où elle va être rachetée à l'issue des procès de Salem par un marchand juif qui a perdu sa femme et qui a 9 enfants. Il a 9 enfants qui vont de tout petit jusqu'à une jeune fille de 17 ans. Donc il a besoin d'une femme pour l'aider pour aider à élever ses enfants. Il n'a pas spécialement besoin d'une épouse, mais ils vont finir quand même par être ensemble. C'est assez charnel, hein, et c'est très beau d'ailleurs. Toutes les scènes un petit peu
toutes les scènes autour de la sexualité, elles sont vraiment top. C'est vraiment très joli. Et la langue, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Enfin, il lui arrive plein de choses, cette pauvre femme, et ça fait mal au cœur parce que là où elle avait subi aussi de la discrimination parce qu'elle était noire, parce qu'elle était femme, parce qu'elle était esclave, elle finit en couple avec un homme juif qui va lui aussi évidemment subir de la discrimination parce qu'il est juif. Et au final, c'est un portrait de l'humanité qui n'est pas vraiment pas du tout en la faveur de l'homme blanc. C'est l'homme blanc qui est en persécuteur, c'est l'homme noir ou l'homme juif qui subit. Et qu'est-ce qui subit aussi ce pauvre homme juif? Parce que putain, c'est lourd. Tutuba, à la fin, elle finit par retourner à la Barbade, où elle a vécu. Sauf que, il s'est passé quand même pas mal d'années. On dit d'elle qu'elle a vieilli, je pense qu'elle est qu'elle a entamé la quarantaine. Et en fait, quand elle retourne à la Barbade, il y a les nègres marrons. Donc les nègres marrons, ce sont les premiers révoltés. Ce sont des esclaves qui sont en fuite, qui s'organisent en fait enfin, qui vivent un petit peu dans la nature, à se cacher, et qui peuvent organiser des révoltes d'esclaves par là-bas. Et ils ont forcément pas bonne presse parce que les nègres marrons, ils vont vouloir propager la révolte chez les esclaves qui sont encore qui sont pas affranchis, qui sont pas libres, qui sont encore les propriétés de familles blanches. Et ça craint sévèrement. Et ça, c'est au tout début. Man Yaya m'a pris les plantes, celles qui donnent le sommeil, celles qui guérissent plaies et ulcères, celles qui font avouer les voleurs, celles qui calment les épileptiques et les plongent dans un bienheureux repos, celles qui mettent sur les lèvres des furieux, des désespérés et des suicidaires des paroles d'espoir. Man Yaya m'a pris à écouter le vent quand il se lève et mesure ses forces au-dessus des cases qu'il se prépare à broyer. Man Yaya m'a pris la mer, les montagnes et les mornes. Elle m'apprit que tout vit, tout a une âme, un souffle, que tout doit être respecté, que l'homme n'est pas un maître parcourant à cheval son royaume. Quand elle parle du juif, donc l'amant juif, mon doux amant, bancal et contrefait, je me rappelle, avant de te perdre à jamais, ce pauvre bonheur que nous connûmes. Quand tu me rejoignais dans le grand lit du Galetas, nous tanguions comme en un bateau ivre sur une mer démontée. Tu me guidais de tes jambes de rameur et nous finissions par atteindre la rive. Le sommeil nous offrait la douceur de ces plages et au matin, plein d'une vigueur nouvelle, nous pouvions entamer nos tâches quotidiennes. Mon doux amant bancal et contrefait. La dernière nuit que nous passâmes ensemble, nous ne fîmes pas l'amour, comme si nos corps s'effaçaient devant nos âmes. Une fois de plus, tu t'accusas de ta dureté. Une fois de plus, je te suppliai de me laisser mes chaînes. Esther, Esther, tu ne serais pas contente de moi. Mais certains hommes qui ont la vertu d'être faibles nous donnent désir d'être esclaves. Au tout début, quand elle rencontre John Indien, comme habilement, je lui subtilisais son mouchoir en lui griffant l'auriculaire de l'ongle, il eut une exclamation. Aïe, qu'est-ce que tu fais là, sorcière? Il parlait ainsi par jeu, néanmoins cela m'assombrit. Qu'est-ce qu'une sorcière? Je m'apercevais que dans sa bouche, le mot était entaché d'opprobre. Comment cela? Comment? La faculté de communiquer avec les invisibles, de garder un lien constant avec les disparus, de soigner, de guérir, n'est-elle pas une grâce supérieure de nature à inspirer respect, admiration et gratitude? En conséquence, la sorcière, si on veut nommer ainsi celle qui possède cette grâce, ne devrait-elle pas être choyée et révérée, au lieu d'être crainte? Oh, elle vient juste de décéder. Elle est morte en avril. Les petits reproches, qui sont pas énormes, que je ferai à ce livre-là, c'est que pour moi, je dis des trucs que je ne vérifie pas, c'est juste une impression de ma part. On est je viens de finir de le lire, de l'écouter.
Maryse Condé utilise par exemple les concepts de racisme. Je suis même pas sûre que le racisme existait en 1692-1700 par là. Le concept, je parle du concept, je parle pas du comportement, je parle pas de donner une hiérarchisation entre différentes populations d'origine ethnique, etc. différentes. Je parle du mot racisme. Je suis pas sûre qu'il existe. Il est dedans. Il y avait un autre mot, il y avait le mot de féminisme aussi, et ça c'est par rapport à Esther. Esther, c'est une femme que Tituba va rencontrer quand elle est emprisonnée pendant 2 ans, et elle rencontre Esther, qui est une femme enceinte, qui est également emprisonnée. Il y a plus ou moins une relation amicale très forte, un petit peu saphique, qui se met en place entre les deux. Et Esther, en fait, représente un petit peu le féminisme. Pareil, le féminisme, oui, je pense qu'il y avait des femmes qui voulaient dire les gars, là, on existe, on a une voix, on aimerait bien être vos égales, par exemple, laissez-nous un peu de place, bordel de merde. Mais est-ce que le concept existait? Est-ce que le terme existait? Là encore, pas sûr. Je dis, pour moi, c'est pas des trucs qui sont graves parce que c'est fait de manière habile. C'est des concepts qui sont pour moi, enfin des termes qui peuvent être anachroniques par rapport à la période. Mais on est complètement dans ce que veut dire Maryse Condé, donc à savoir de défendre le féminisme et d'être contre le racisme. Donc ça, je l'entends complètement, il n'y a pas de reproche là-dessus. Elle a choisi d'écrire un livre avec des messages qui sont forts, des valeurs qui lui sont importantes et qu'elle proclame. Après, je chipote juste pour dire que ces termes-là n'existaient sans doute pas à cette époque-là. Est-ce que même là, c'était déjà conceptualisé les concepts de racisme, de féminisme? Je ne sais pas. J'ai pas lu d'article là-dessus. J'ai pas farfouillé, donc je dis peut-être des grosses conneries. N'hésitez pas à me le dire si je dis des bêtises. Mais bref, c'est une très belle histoire. C'est un personnage féminin qui est fort. C'est une langue qui est superbe. C'est très joli. C'est assez tragique. Je vous déconseille de le lire si ça va pas trop. Mais c'est un portrait de femme qui est... Elle tient la main de Circé de Madeline Miller. Elle tient la main de Vassia de la trilogie des Nuits d'hiver de Catherine Arden. Elle tient sans doute des mains de beaucoup d'autres personnages féminins forts. Et elle est forte pour de vrai. Elle s'est fait ses armes et elle s'adapte. Elle survit. Et on a des leçons à en tirer, je pense. Donc je vous conseille très fort de lire Moi Tituba, sorcière noire de Salem de Maryse Condé, qui est disponible contre un crédit chez Audible et sans doute sur d'autres plateformes aussi en ligne. Donc c'est un petit bouquin, je crois qu'il est vendu dans cette édition-là à peu près autour de 9,40, 9,60 si vous voulez. Et moi je l'ai eu au Secours Populaire à 1 €. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des lectures ou si vous avez en tête comme ça des personnages féminins qui sont forts, parce que moi ça me parle en fait, ça me parle vachement. Et franchement, je vais le relire avec mes yeux. Moi je retiens beaucoup mieux avec mes yeux qu'avec mes oreilles. Mais c'est vraiment une belle histoire. C'est une belle histoire qui va à la fois dire que l'être humain, peut-être que l'être humain blanc, européen, américain par extension, il est mauvais. Que les dominants, entre guillemets, ceux qui prennent plus de place, enfin les puissants sont mauvais. Mais je pense qu'on peut lui emprunter un peu de sa force. Il lui en restera toujours. Passez une bonne journée. Salut!